Hebdo Santé sur Midi 1, merci et bienvenue. Peut-on vaincre le sida et bien d'autres pandémies d'ici à 2030 en mettant fin aux inégalités? La journée mondiale de lutte contre le sida commémorée le 1er décembre 2021 dernier pose le problème. Et nous essayerons avec des experts de la question de nous pencher là-dessus. Docteur Lagui Nazagei Patrice, vous êtes médecin de santé publique et directeur coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le sida. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Nous sommes également avec monsieur Ganwe Israël. Bonjour monsieur. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, vous êtes spécialiste en planification, consultant en projet et secrétaire permanent du RAPAO, et qui est le réseau africain des personnes vivant avec le VIH Afrique de l'Ouest. C'est bien ça? Oui, le réseau africain des VIH Afrique de l'Ouest, c'est la fêtière des réseaux nationaux de personnes vivant avec le VIH. Donc, le RIP en Côte d'Ivoire, le RENIP au Niger, le REGAP en Guinée, et ce sont les 16 réseaux de personnes vivant avec le VIH, les 16 réseaux nationaux de personnes vivant avec le VIH de l'Afrique de l'Ouest qui constituent le RAP. D'accord, merci en tout cas à vous d'être présent donc pour ce plateau, mettre fin donc aux inégalités pour vaincre le VIH, SIDA et les autres épidémies d'ici 2030. Objectif réaliste, réalisable, vous allez nous le dire, mais déjà, dites-nous, est-ce que le sida est toujours une menace après tout de même plus de 40 ans d'existence? Oui, malheureusement, le VIH demeure toujours un problème majeur de santé publique dans le monde et de façon particulière en Côte d'Ivoire, notre pays, qui est l'un des pays les plus touchés dans la région de l'Afrique de l'Ouest, avec en 2020 une prévalence qui est estimée à 2,1%, environ 380 000 personnes vivant avec le VIH, 6 200 nouvelles infections par le VIH et 9 428 cas de décès du VIH. Ça fait beaucoup. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire seulement. Hein? Oui, c'est pour la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'on a une idée des estimations pour l'Afrique? Bon, oui, les estimations pour l'Afrique, mais j'avoue que... D'accord. D'accord, mais on dira que le sida est toujours présent sur le continent africain. Oui. Alors, et du même problème de santé majeur. Alors, je l'ai dit donc, la dernière journée mondiale de lutte contre le sida donc, met l'accent sur le fait d'éliminer les inégalités. Qu'appelle-t-on inégalité? Les inégalités, ce sont les inégalités en termes d'accès aux services de prévention et de prise en charge. Car les personnes vivant avec le VIH, et particulièrement les populations clés, font l'objet de stigmatisation et de discrimination, ce qui freine leur élan à l'accès aux services de soins et services à l'endroit du VIH. Mm-hmm. Donc les inégalités, M. Ganwe, on peut donc, Dr Lagui l'a dit, c'est... Oui, merci à Dr Lagui. Il y a beaucoup d'inégalités. Il y a beaucoup d'inégalités. Ne serait-ce que même l'accès à l'information sur le VIH. Vous me comprenez? Par exemple, les populations ne savent pas, on l'a beaucoup dit, ne savent pas, par exemple, qu'il peut y avoir des couples sérodiscordants qui vivent ensemble. C'est-à-dire une personne qui a le VIH, qui vit avec le VIH, et une autre personne qui n'a pas le VIH, et les deux vivent ensemble, et l'autre ne peut plus avoir le VIH parce que sa charge virale étant diminuée, étant réduite à un certain niveau, ne peut pas. Ça, c'est une inégalité. Par exemple, quand nous prenons les enfants, en termes de couverture, de traitement, vous allez trouver que peut-être 80, peut-être 70% ou 80% des personnes vivant avec le VIH qui sont adultes ont accès au traitement ARV. Mais par rapport aux enfants, quel est le pourcentage? Je suis sûr qu'on trouvera moins de 50%. Donc, tous les enfants vivant avec le VIH ne sont pas tous sous traitement. Quand nous prenons les populations clés dont a parlé Dr Lagui tout à l'heure, est-ce que ces personnes ont accès au traitement, à tous les traitements? Quand nous parlons de traitement, c'est vrai qu'il y a aussi la prise en charge, il y a la prise en charge, je veux dire les ARV, mais il y a aussi les questions de PEP, de PrEP
Et voilà, donc la prophylaxie post-exposition, la prophylaxie pré-exposition. Est-ce que ces personnes ont accès au traitement des IST, par exemple? Parce que quand nous parlons des populations clés, nous parlons de tout le monde à peu près. Je veux dire de toute la population. Je donne un petit exemple. On dit, ah oui, les TS, les travailleuses de sexe, qu'on appelle les travailleuses de sexe. Je veux dire prostituées, par exemple. Tiens, si elle n'a pas accès au traitement, qui sont les clients des professionnels de sexe? Bien sûr. Donc, en fait, le problème se retrouve directement dans la communauté. Et donc, les inégalités sont vraiment diverses. Nous pouvons parler, par exemple, des zones rurales. Il y a des personnes qui sont dans les zones très reculées. Il y a des personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas de ressources financières, qui n'ont pas de frais de transport pour aller, par exemple, chaque mois pour prendre leur traitement. Donc, c'est vrai qu'on parle des soins différenciés, il y a beaucoup de choses que le PNLS, le gouvernement fait, tout ça, mais les inégalités sont vraiment très nombreuses selon le type de population. D'accord. Docteur Ladji, est-ce que ces inégalités sont observées en Côte d'Ivoire? Oui, malheureusement, ces inégalités sont observées en Côte d'Ivoire et c'est comme il a dit, Ganoué, il faut vaincre ces inégalités. Il a dit dans plusieurs domaines, entre le milieu rural et le milieu urbain, les inégalités existent. Autant en milieu urbain, nous avons facilement accès à des services de santé, autant en milieu rural, il y a une difficulté d'accès aux services. Pour également ce qui est de la répartition même de personnel de santé, elle est également inégale. Et puis, comme il a dit également, la prise en charge pédiatrique également pose véritablement problème. Les inégalités également liées à l'information, comme il a dit, constituent effectivement des inégalités qui existent malheureusement encore dans notre pays. Il faut vaincre ces inégalités. Il faut vaincre ces inégalités. Et comment? Et comment donc les vaincre? C'est pour cela que nous sommes là sur ce plateau. Comment vaincre donc ces inégalités? Docteur Ladji, est-ce que vous y réfléchissez déjà? De toute façon, la journée mondiale a mis le doigt là-dessus. L'ONU-SIDA a interpellé donc tous les pays. Est-ce que vous y réfléchissez déjà pour vaincre ces inégalités? Oui, vaincre ces inégalités est une des conditions majeures pour parvenir à l'élimination du VIH. Il faut créer un environnement propice au recours aux services et à l'accès effectif aux services, ce qui va accroître nos indicateurs. Et c'est ainsi que nous allons espérer aller à l'élimination du VIH. Rien que ce point-là seulement, créer des conditions propices, rien que ça? Non, par rapport aux inégalités que nous avons citées de façon orientée vers chacune de ces inégalités, il faut mettre une réponse appropriée à chacune de ces inégalités, mais de façon générale, je voulais dire qu'il faut permettre un accès équitable aux services à tous, quel que soit le rang social, quelle que soit la pathologie, quel que soit l'âge, quelle que soit la tranche d'âge, quel que soit le milieu où on vit. Alors, quelle réponse vous voyez en cette élimination? Je pense qu'il faut un environnement beaucoup plus favorable. Vous savez, j'ai un ami qui a dit que, de même que les gens ont l'habitude de dire « Ah oui, j'ai un petit palu », il faut que je sois capable, moi, Israël, de dire « Ah oui, j'ai un petit VIH ». À partir de ce moment-là, on pourra vaincre le VIH. Parce que tant que c'est un problème grave dans l'esprit des personnes, que je dis, ah tiens, je suis personne vivant avec le VIH, et mon voisin, il déménage, par exemple, vous comprenez? Et j'ai dit quelque part, je suis personne vivant avec le VIH, et on ne veut pas s'asseoir à côté de moi, parce que je suis personne vivant avec le VIH. En ce moment-là, on a des problèmes. Donc, pour vaincre ces inégalités, les PTF, donc les partenaires techniques et financiers, les acteurs gouvernementaux et les organisations de la société civile doivent investir et s'investir. Est-ce que vous avez soulevé tout à l'heure, ça on parle de discrimination, est-ce que ça fait partie de ces inégalités? Bien sûr, parce que la discrimination, il n'y a pas que la discrimination purement sociale entre voisins, il y a quelquefois et malheureusement à décrier l'existence même de la discrimination dans même les services de santé. Dans les milieux, par exemple, donc cela crée toujours un fossé, par exemple. Je donne un exemple, voici une personne issue des populations clés, peut-être un HSH ou MSM qui va
dans un centre de santé, par exemple, et qui n'est pas bien reçu dans le centre de santé, parce qu'il est population clé, par exemple, il aura des difficultés à retourner dans ce centre de santé-là. Et lorsqu'il va répercuter l'information, c'est sûr que ce centre-là aura des difficultés à être fréquenté par cette population. Donc, les inégalités sont à plusieurs niveaux. Il faut travailler à les briser. Il faut travailler en sorte que les populations acceptent les personnes vivant avec le VIH, acceptent de vivre avec les populations clés. Parce qu'on dit qu'il y a une concentration de l'épidémie au sein des populations clés. Parce que si en Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire, c'est seulement les UD, les personnes usagères, les PUD, les personnes usagères de drogue, ce sont elles seulement qui ont une incidence au VIH, un taux de séroprévalence moins de 5%. Les autres sont au-delà de 5%. Même les personnes transgenres vont jusqu'à 22% de taux de séroprévalence. C'est énorme et pour réduire cela, nous avons besoin de travailler avec ces personnes, avec les personnes vivant avec le VIH, les populations clés. Il faut les impliquer dans tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas les percevoir comme étant une partie du problème, mais nous devons les percevoir comme étant une partie de la solution. Quels moyens on doit utiliser justement pour briser ces inégalités-là? Nous parlons de l'acceptation. S'il va dans le centre de santé, si je vais dans le centre de santé, que je suis accepté, comme tout le monde, j'irai tout le temps. Si dans la stratégie, on m'associe depuis le début et je dis ce que je ressens, on demande, on prend en compte suffisamment et les besoins et les priorités des populations clés, des personnes vivant avec le VIH, vous voyez que nos besoins étant pris en compte, nous allons nous sentir impliqués et l'adhésion sera facile, l'adhérence par rapport au traitement, ce sera facile et vraiment, ce sera facile pour nous de communiquer sur le statut VIH, sur les choses que nous faisons. Mais si les personnes vivant avec le VIH doivent se cacher, par exemple, vous voyez que s'il y a une femme et un homme qui sont mariés et que l'homme est positif et que le soir, il doit se cacher de sa femme pour prendre son traitement, vous comprenez que le jour où il ne pourra pas se cacher, ce jour-là, il ne va pas prendre son traitement, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'il faut briser, c'est tout ça. Il faut faire en sorte que l'information passe, que les populations soient associées, que tout le monde soit associé. D'accord. Docteur Lagui, l'ONU-SIDA a recommandé comme ça aux États de passer donc de l'engagement à l'action. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire qu'il faut matérialiser l'engagement pris. Matérialiser l'engagement pris, c'est-à-dire il faut, à partir de cet engagement, offrir services, participer financièrement, par exemple, à l'achat des médicaments, et ça, conformément à l'accord d'Abuja que nos pays avaient pris. Disons, il faut être maintenant concret, parce qu'il y a eu trop de discours. Il faut matérialiser l'engagement des discours par des actes précis. Mais notre pays, bon, y est parvenu, est en train d'y parvenir. En effet, depuis 2004, où on parlait de l'extension de prévention et de traitement, notre pays avait une contribution seulement de 3% dans la lutte. Aujourd'hui, pour ce qui est de l'achat des médicaments et intrants, notre pays a une contribution à hauteur de 60%. C'est vrai, il y a encore des efforts à faire, notamment dans la promptitude de l'offre gouvernementale. C'est ça, il faut le matérialiser. Ça, c'est au niveau pays, mais est-ce qu'il y a une synergie entre ces différents gouvernements de ces différents pays-là? Quand je prends un peu l'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il y a une synergie entre les pays pour parvenir à cet objectif? Oui, il y a une synergie entre les différents pays et cette synergie entre les différents pays est toujours coordonnée avec tous les partenaires, notamment l'ONU-SIDA qui impose à nos pays, pas imposer, mais qui demande à nos pays de remplir ces engagements. Et nos pays vont dans ce sens d'arriver à ces engagements-là. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est vraiment dans le bon sens pour y parvenir. De quels moyens vous aurez besoin pour réussir cette noble mission, briser les inégalités, certainement même
changer un peu la mentalité? De quels moyens on aura besoin? En termes de moyens, moi je pourrais vous parler de l'implication des uns et des autres, notamment les partenaires techniques et financiers. Ils jouent leur rôle, qui continuent toujours de le jouer. Mais pour nous, dans le pays, l'État, je l'ai dit, est en train de remplir ses engagements. Mais les ONG, le moment local, elles doivent également continuer ce qui leur revient, c'est-à-dire de sensibiliser, de renforcer la capacité des bénéficiaires, de conduire des plaidoyers et également de faire des recours pour l'accès équitable à l'offre de services et également l'engagement également des ONG sera également certes de la sensibilisation là-dessus, mais également de façon financière, et technique également. D'accord. Alors, qu'est-ce qui doit changer dans votre façon de faire? Vous qui êtes les communautaires, au niveau étatique, donc il y a des grandes décisions. Oui. L'État, je veux dire le ministère de la Santé et ses partenaires doivent passer à l'action. Qu'est-ce qui doit changer dans le message qu'on doit adresser ou dans les actions qu'on doit poser? Nous, les communautaires, ce que nous disons, c'est que nous avons besoin nous-mêmes de nous informer. Nous avons besoin de nous former. Nous avons besoin d'avoir les informations nécessaires parce que si nous devons contribuer, ça veut dire que nous nous formons. À des niveaux donnés, nous réclamons par exemple la délégation des tâches. C'est-à-dire, il y a des choses que nous souhaiterions en tant que société civile, en tant qu'organisation de la société civile, en tant que communautaire, nous souhaitons que l'État nous permette de faire, par exemple. Mais si nous devons faire certaines choses qui étaient du devoir de l'État, ça veut dire que nous avons, des informations, ça veut dire que nous avons les compétences. Donc, nous avons besoin de nous former et nous avons besoin aussi de faire du plaidoyer, de parler avec l'État, de dire ce que nous souhaitons. Mais par rapport à cette question, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire quand nous parlons de réduire les inégalités, quand nous parlons de l'atteinte de l'élimination du VIH. Par exemple, nous parlons d'inégalités. Les centres, les machines qui font l'examen de la charge virale, par exemple. Nous avons besoin que ces machines-là soient disponibles, pas seulement dans les zones urbaines, c'est-à-dire si c'est seulement en ville, mais si c'est loin des populations, si ces centres-là sont en nombre réduit, ça pourra poser un problème. Nous souhaiterions, par exemple, que lorsque les gens font la charge virale, que dans un temps bref, par exemple, qu'on puisse avoir les résultats. Parce que si je fais mon examen, que je dois avoir les résultats dans 2 semaines, dans 1 mois et plus, cela pourrait décourager parce que l'attente, j'aurais voulu qu'on me dise dès que je fais mon examen de la charge virale, vous avez une charge virale supprimée, vous avez une charge virale indétectable, ce sera une grande joie et je serai heureux de revenir. Mais on me dit d'attendre 2 semaines et même 2 semaines après, je n'ai toujours pas l'examen de la charge virale. Et là encore, quand je parle de l'éloignement, des personnes qui viennent de loin, qui doivent payer le transport pour aller dans un centre, et quand elles arrivent, on dit non, l'examen, les résultats n'est pas disponible. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je veux même parler de la distribution communautaire des ARV. Nous souhaitons que, en tant qu'organisation, je connais le statut positif des personnes qui sont avec moi, par exemple. J'aurais voulu qu'on puisse distribuer les ARV. Je sais que ça se fait déjà, mais je dis qu'il faut pouvoir accentuer, il faut pouvoir intensifier, il faut pouvoir répandre cela, il faut pouvoir passer à échelle pour que les ARV soient non seulement distribués dans les centres de santé, mais dans les centres communautaires, chez les organisations de la société civile, que les ARV soient disponibles. Qu'on puisse même distribuer dans la communauté. Parce que nous, on avait eu un bel exemple, nous le RAP, en période de Covid, lorsque les gens avaient du mal à aller dans les centres, lorsque par exemple au nord du Mali, c'était difficile d'avoir accès au traitement, on a mis en place un système de distribution des ARV, un système de distribution communautaire des ARV, où les gens passaient par les éleveurs, les gens passaient par les transporteurs et ils acheminaient les médicaments aux personnes vivant avec le VIH dans les zones difficiles d'accès. Cela, on a fait dans 9 pays.
Et je pense que c'est des choses comme ça qu'on doit initier pour que les personnes vivant avec le VIH puissent avoir accès au traitement sans obstacle, sans difficulté, dans un environnement favorable, sans discrimination. D'accord. Alors, vous avez touché donc du doigt cette pandémie qu'on vit actuellement. Il s'agit donc de la pandémie de Covid. Est-ce que vous pensez que en luttant, là on parle du cas spécifique donc du sida, lutter contre les inégalités donc pour vaincre le sida, d'accord. Mais je pense que concernant les autres pandémies comme la Covid, il y a également des inégalités. Alors, est-ce qu'on peut vaincre le sida pendant que d'autres pandémies sont là, par exemple la Covid, Dr Ladji? Oui, il faut dire que effectivement, les évidences actuelles démontrent que la pandémie, en tant qu'elle-même, la Covid, n'a pas d'impact direct sur les patients qui vivent avec le VIH. Cependant, l'urgence médicale mondiale que crée l'avènement de la Covid perturbe le système de santé, crée d'autres priorités qui peuvent freiner la planification à l'endroit des PEVIH. Et si, par exemple, l'accès aux médicaments, si on ne l'a pas, les PEVIH n'ont plus accès à leurs médicaments et de façon indirecte impactent donc sur leur devenir. Donc, c'est de façon globale, il ne faut pas se cantonner sur une seule pandémie, mais il faut de façon générale avoir lutté à l'endroit de toutes ces pandémies. Et pour ce qui est de la Covid, notre pays s'est vraiment engagé. Aujourd'hui, il y a une campagne nationale de vaccination de la Covid. Il existe des vaccins et tout le monde est appelé à se faire vacciner pour réduire également l'impact de cette Covid dans la population. Alors, il a parlé donc également de quelque chose de très intéressant, M. Gangoué. Il a parlé de la charge virale, il faut attendre 2 semaines. Il y a beaucoup de défis tout de même pour parvenir à briser, à éliminer donc toutes ces inégalités, je dirais. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que la Côte d'Ivoire et bien d'autres États africains sont préparés à ces défis-là? C'est vrai, c'est le défi qui existe, mais la Côte d'Ivoire a fait beaucoup. Aujourd'hui, on a une répartition dans tout le pays de laboratoires de charge virale. De laboratoires de charge virale. Et pour les centres qui sont éloignés, nous avons les point of care. Ce sont des machines qui sont comme des petits ordinateurs qu'on peut déplacer. Donc les choses vont de l'avant. Oui, vont de l'avant et existent. La Côte d'Ivoire vient encore d'acquérir récemment encore de nouveaux point of care à répartir dans le pays. D'accord, donc de façon pratique. Pour réduire vraiment les délais d'attente pour avoir les résultats de la charge virale. D'accord. Donc de façon pratique, donc, pour vaincre ces inégalités, vous avez parlé donc de la communication, de former donc les acteurs eux-mêmes, y compris donc les acteurs communautaires, que ce soit les professionnels de la santé comme les acteurs communautaires, et puis impliquer les personnes vivant avec le VIH, vous l'avez dit, M. Gangoué, c'est ça? C'est bien sûr cela, c'est bien sûr cela. Mais nous souhaitons aussi que, concernant les populations clés, que le personnel de santé soit friendly. Friendly, nous voulons dire que ce soit des personnes qui sont favorables. D'accord, ok. Donc 2030, c'est pas loin. Vous y croyez? Vous croyez qu'on peut effectivement, vous avez parlé de 2025, qui est un cap assez important. 2025, on verra si on a pu atteindre les 95%. Les 3,95, ce sera déterminant. Oui, c'est déterminant. Nous avons fait la revue de notre plan stratégique national de l'année 2016 en 2020 qui nous a montré que nous n'avons pas atteint les 3,90. Par rapport à cela, nous avons développé le nouveau plan stratégique national 2021-2025. Et ce plan stratégique a pris en compte les insuffisances et également à rechercher les moyens qu'il faut pour parvenir avec toute la synergie, avec l'implication des partenaires, l'implication des communautaires et l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes à peu près sûrs d'y parvenir. C'est un challenge. C'est un challenge. Mais il faut y arriver, il faut se battre pour y parvenir. Alors, éliminer le VIH-Sida, ça veut dire quoi? On n'aura plus de malades du sida, c'est cela, d'ici à 2030? Non, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de malades. C'est une pathologie virale qui va peut-être exister, mais qui ne sera plus un problème de santé majeur. Il n'y aura plus de transmission, on aura 0 cas de nouvelle infection. Et on aura des décès, en tout cas plus de décès liés au VIH. C'est ça.
D'accord. Monsieur Gangoué? Oui, c'est vraiment ça. Zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès lié au VIH. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... D'accord, ok, allez-y. Ça veut dire que les personnes ne vont plus tomber malades, on ne va plus avoir la phase sida, par exemple. Voilà, donc on n'aura plus la phase sida, mais les personnes vivant avec le VIH vont bien se porter, elles ne vont plus transmettre le VIH et le VIH ne sera plus un problème vraiment de santé publique. On pourra dire que j'ai un petit VIH. Comme vous l'avez dit. Ok. En tout cas, merci à vous, monsieur Ladji Nazagui Patrice. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et directeur coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le sida. Merci en tout cas d'être venu. Merci également à vous, monsieur Gangoué Israël. Vous êtes spécialiste en planification, consultant en projet et secrétaire permanent du RAP+. C'est cela, c'est le réseau africain des personnes vivant avec le VIH Afrique de l'Ouest. Merci également à vous et à toute l'équipe de réalisation, Stéphane Chaptet, Michel Yao, Farez Akora et Ferdinand Kouakou. Prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média 1.